Donc, dans mon environnement de travail ou d'études, est-ce que j'ai rencontré des étrangers et de quel pays viennent-ils? J'ai eu l'occasion cette année notamment d'être en cours avec de nombreux étudiants étrangers. Dans ma classe, ils venaient de Chine, d'Argentine, du Brésil et surtout des pays un peu maghrébins aussi, comme la Tunisie, le Maroc, etc. Oui. Des collègues étrangers, des collaborateurs étrangers, des clients étrangers aussi, des pays européens, des pays... Enfin, les collègues, ils viennent aussi du Maroc, de l'Alger, de la Tunisie, de l'Afrique, je connais pas les pays là. Mais après, il y a d'autres... oui, il y a des collègues turcs. Hmm. Il y a des collègues J'ai vietnamiens. des collègues étrangers, des Anglais, des Américains et des Chinois. Abonné, quand j'étais en GEA, j'avais des étudiants chinois. Des Italiens. Mhm. Et effectivement, la mentalité est différente et il faut s'adapter au rythme de travail en particulier. Par exemple, les Allemands, ils se lèvent très tôt et ils font la journée continue. Et ils s'arrêtent à 2 heures. Même à l'école, déjà, les enfants, ils se lèvent très tôt, ils font la classe le matin très tôt et à 2 heures, c'est fini, ils rentrent, ils vont déjeuner à la maison, après ils vont faire du sport. C'est des journées continues. Alors que nous, en France, on a la matinée, on déjeune, on a l'après-midi, etc. Donc les Allemands démarrent très tôt. Si on veut faire du business avec les Allemands, il faut téléphoner ou envoyer des mails tôt dans la journée. Les Italiens, c'est tout l'inverse. Les Italiens, ils dorment jusqu'à 10 heures, ils arrivent tard au bureau, mais par contre le soir, une fois qu'ils sont partis, ils ne s'arrêtent plus et ils vont rester au bureau jusqu'à 9 heures, 10 heures le soir. Ah, Donc, d'accord. alors, voilà. Donc moi, je travaille régulièrement avec principalement des Allemands. Et effectivement, les rythmes de travail sont un peu différents, mais la culture reste européenne. Donc c'est pas très très difficile. Je pense que c'est sûr, il y a des comportements qui sont différents en fonction des cultures. Il y aura des nationalités qui seront peut-être plus carrées, plus organisées dans leur travail, d'autres peut-être un peu moins, d'autres plus aptes à travailler en groupe et d'autres qui apprécieront moins ça. Mais je pense que c'est une force, mais qu'il faut réussir à concilier tous les styles différents. Il y a des entreprises qui encouragent des personnes à parler en fait des choses en dehors de l'entreprise. Il y a d'autres entreprises qui découragent ou qui ont même des politiques euh, intra-entreprise qui interdit en fait de discuter de toute question en dehors du travail. J'ai déjà travaillé dans des entreprises comme ça. Moi, je dirais que je préfère des entreprises qui découragent grandement la discussion en dehors du travail, parce qu'en fait, finalement, je pense que ça n'encourage pas les gens finalement de se rapprocher entre eux. Euh, Ça peut se faire en dehors du travail. Et finalement, ça ne pose que beaucoup plus de conflits que ça ne résout de problèmes. Je pense que voilà, les différences culturelles ou des choses qui sont forcément très spécifiques à une culture n'ont pas leur place au travail finalement. Il y a assez peu de différences culturelles visibles avec nos collègues étrangers, surtout parce que c'est des collègues, donc on est aussi habitués les uns avec les autres. Ce serait par exemple différent avec des clients où il faudrait plus faire attention à son comportement. Moi, les étudiants chinois, vous êtes beaucoup plus sérieux, quoi. Moi, c'est mon point de vue, j'ai l'impression. Dans ce que j'avais vu, en général, ils étaient toujours dans les amphis, ils étaient toujours devant entre eux, tu vois. Et je sais pas, nous, tu vois, on n'était pas toujours sérieux, on n'est pas toujours au cours. Je sais pas, ils me paraissaient plus sérieux. Travail, bien sûr, que quand on travaille entre deux cultures différentes, il y a forcément une adaptation. Mais il y a une uniformisation des méthodes de travail par l'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui viennent d'Afrique, du Maghreb, on en a beaucoup en France, des gens qui sont d'origine française, des gens qui viennent des pays de l'Est,
et c'est l'entreprise qui va les obliger à travailler tous de la même façon. Oui. Hein, donc après, à l'intérieur d'une entreprise, quand les gens ont des cultures différentes, en général, ils peuvent avoir une culture différente, mais ils ont quand même été à l'école en France, ils ont passé des diplômes en France pour pouvoir être opérationnels, pour pouvoir faire le travail dans une entreprise en France. Il faut quand même avoir appris la technique par un diplôme français, en général. Hein. Voilà. Alors après, qu'est-ce qui différencie un Russe d'un Allemand, d'un Italien, d'un Français à l'intérieur d'une entreprise? C'est difficile à dire. Ils vont certainement vivre différemment à l'extérieur de l'entreprise, mais dans l'entreprise, il y a une uniformisation et il n'y a pas de code comme ce dont on a parlé, comme en Chine, où il y a une hiérarchie dans la responsabilité ou une hiérarchie dans la prise de parole chez un client, etc. etc. La relation de travail à l'intérieur de l'entreprise, c'est de collègue à collègue, c'est simplement respectueux, et puis il peut y avoir des règlements intérieurs dans l'entreprise qui exigent des horaires de travail, qui exigent une tenue correcte, qui exigent des absences courtes, parce qu'il y a des gens qui sortent pour les fumer. Et puis après, quand on va chez les clients ou chez les fournisseurs, bien entendu, c'est toujours le chef qui se met un petit peu en avant. Enfin, c'est le chef qui décide de se mettre en avant ou, au contraire, de donner la parole, de laisser la parole aux jeunes pour qu'ils se forment, etc. Mais il n'y a pas de code particulier de conduite à l'intérieur de l'entreprise entre ces différents employés. Les collègues. Je pense que c'est le bon sens qui commande et que quand on est nouveau dans une entreprise, eh ben, on se met à la disposition des autres pour essayer d'apprendre avec les autres, on essaye de rendre service, on essaye de se rendre utile, voire on essaye de se rendre indispensable. Hein, s'il y a un travail qu'il faut finir absolument aujourd'hui, ben on va rester un petit peu plus tard et les collègues trouveront ça bien de la part du nouveau, donc c'est juste du bon sens. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Moi, on a eu dans cette entreprise, on a eu une Vietnamienne, on a eu une Russe, on a eu une Algérienne, on a eu des gens de toutes les couleurs et chacun travaillait de la même façon. Hein. Il n'y a pas de règles particulières, mais les nouveaux doivent bien entendu faire leurs preuves et se rendre utiles et aller chercher l'information auprès des plus anciens. C'est normal, c'est juste normal. Je pense que c'est vrai dans tous les pays. Oui, c'est ça. Ensemble, je pense qu'il faut travailler en bonne intelligence et prendre les forces de chacun. C'est-à-dire que c'est un atout de pouvoir mélanger les cultures, les idées, les façons de penser aussi. Donc il faut apprendre à connaître les autres, à s'écouter aussi et à accepter la différence. Je pense qu'il faut essayer de comprendre l'autre en communiquant si possible avec la même langue ou une langue commune, souvent l'anglais, et apprendre les habitudes de l'autre, se renseigner sur sa culture, sur sa vision des choses. Voilà, finalement, les conditions nécessaires, c'est ça, hein. C'est ouverture et l'ouverture finalement des deux côtés pour la communication, parce que souvent on prétend être ouvert à une communication alors qu'en réalité ce n'est que du pur de la pure communication. C'est de la com dans le sens pas public, mais comme c'est-à-dire soit disons on fait du support, ou soit disons on communique avec les autres, mais en réalité on ne communique pas, on ne fait que propager un message, on ne répond jamais aux questions, on ne répond jamais aux demandes des clients. Il y a des entreprises qui font ça en fait. Il faut parler anglais, même quand dans une réunion avec 20 personnes, s'il y a un seul étranger, tout le monde va tout le temps parler en anglais, même si on s'adresse à un autre français. Et bien sûr, il faut être patient quand il y a des problèmes de compréhension. Et comme je disais, les différences culturelles, elles sont assez invisibles parce qu'on va rester tolérant et on va surtout pas relever quand on remarque une différence, et on va jamais se vexer. L'écoute, forcément. Je pense
plus de l'écoute, la capacité à se mettre un peu à la place de l'autre, quoi. Tu vois ce que c'est l'empathie? L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. En gros, si tu sens que la personne elle est un peu timide ou pas, tu vas pas te mettre à lui parler super fort comme ça. Tu vas adapter ton propos à la personne qui est en face de toi, quoi. D'accord. Tu vas pas te mettre, si la personne est timide, tu vas pas te mettre à l'engueuler par exemple parce qu'elle va se braquer. Pays asiatiques, il y a quand même un mélange de modernité et de tradition, une tradition très forte encore, oui, c'est ça. Où on voit bien que l'organisation sociale, l'organisation de la société répond à des codes qui sont très importants, puisque ça passe même par l'organisation du tour de table quand on est dans une relation professionnelle. On n'a plus ça en France, c'est fini. On a eu une révolution il y a 300 ans, et aujourd'hui, tout le monde est à peu près l'égal de tout le monde. C'est le principe de la République qui remet entre les mains de l'État la responsabilité de l'organisation sociétale, et après, dans l'entreprise, alors il y a des entreprises dans lesquelles il y a des pouvoirs très importants, et il faut s'adapter à ces organes de pouvoir, mais sinon, sur le principe, il n'y a pas de code de société particulier. On est dans une société laïque où il n'y a plus d'obligation de comportement particulier, il faut juste être habillé normalement, se laver, dire bonjour, au revoir, merci, proposer d'aller prendre un petit café avec les uns et les autres pour sympathiser et pour essayer d'avoir des relations un peu plus complices et faciliter les échanges dans l'entreprise, mais sinon il n'y a pas de code. Quels sont les codes de politesse nécessaires pour travailler avec des Français? Il y en a beaucoup. Après, je pense que je suis pas assez renseignée sur les codes des autres pays, donc c'est difficile à citer, mais je pense que dans le cadre d'une entreprise, il faut par exemple se serrer la main pour se dire bonjour, ou se faire la bise si on se connaît, ne pas parler trop fort de son interlocuteur, être ponctuel. Je crois que la ponctualité en France c'est hyper important, peut-être parce que, bon après ça se résume aussi beaucoup à Paris, mais les gens sont un peu speed, pressés, et donc être ponctuel. Il vaut mieux ne pas trop insister en fait à travailler à midi, parce que les gens ont tendance dans toutes les entreprises de prendre des très longues pauses midi en fait. Il vaut mieux aller discuter avec les gens autour du café, parce que moi particulièrement moi je déteste ça, mais c'est très nécessaire, c'est absolument nécessaire pour être dans l'équipe. Pause café, c'est un truc très obligatoire en France. Alors, il faut principalement le matin serrer la main à tout le monde, faire le tour du bâtiment et oublier personne, se souvenir du nom de chacun, pas de bise aux filles, en entreprise ça se fait pas du tout. Et après au niveau des... Et après la différence principale avec les Asiatiques notamment, c'est que les Français ils vont être très francs. Ils vont savoir dire ce qu'ils veulent, savoir dire quand ça va pas. Et contrairement aux Asiatiques qui souvent vont éviter de directement demander, et ils vont plutôt proposer, et ils vont jamais dire directement qu'ils ont un problème, mais plutôt soulever une situation difficile. Quand tu arrives, déjà quand tu croises une personne pour la première fois de la journée, même si, enfin, les personnes qui sont dans le même couloir que moi, ou quand j'entre, tu dis bonjour. Même si tu les connais pas, même s'ils bossent pas avec toi, t'es obligé, tu leur dis bonjour, c'est la politesse, quoi. D'accord. Certains ils ne te répondent pas, mais tu dois leur dire bonjour. Tu vois, tu les croises, tu dis bonjour. Oh, d'accord. Par exemple, si je m'adresse à mon supérieur super hiérarchique, j'ai jamais fait, mais bonjour machin, en gros, tu te dis pourquoi tu écris ton mail, je vous écris mon mail pour machin machin. En gros, tu situes plus le contexte, tu prends plus le temps d'expliquer les choses, quoi. D'accord. Si t'es moins direct que si c'est un collègue super proche où tu dis salut machin, mais tu lui expliques directement ton problème. Donc tu présentes ta démarche en fait, pourquoi t'écris ton mail.
La hiérarchie dans le secteur public, mais en fait ça dépend des organismes, tu vois. Si tu es en gros organisme comme moi, je suis au conseil départemental, il y a plus de 2000 agents. C'est plus ça en fait qui change que plus secteur privé, secteur public en fait, je trouve. C'est en gros c'est plus moi je dirais plus c'est la taille de l'entreprise, la taille de l'organisation, et je dirais peut-être la culture, les codes aussi de l'entreprise. Je sais pas, apparemment à Google ils sont, tu sais, les startups qui sont plus relax, ils sont moins donc la culture de l'entreprise, quoi. Je pense qu'il s'avère assez vrai dans beaucoup de cas. Par exemple, les Parisiens sont pressés, c'est assez vrai, on ne peut pas le nier. On peut pas faire de généralité, mais je pense quand même que les Français sont très, très speed et beaucoup plus que dans d'autres pays. Mais dès qu'on s'éloigne de la capitale, on s'éloigne aussi de ce stéréotype, je pense. Après, tous les autres stéréotypes du style les Français mangent de la baguette et portent des bérets, c'est plus vraiment d'actualité pour les bérets, mais les Français quand même continuent à manger beaucoup de pain, sont des gros mangeurs de pain. Les Français sont romantiques, oui aussi, car ça définit la France, et notamment la capitale, où on trouve beaucoup d'hôtels romantiques, le Pont des Arts, où les amoureux viennent s'embrasser, etc. Donc je pense que les stéréotypes se vérifient. Ils sont pas du tout romantiques, c'est juste la façon dont ils rencontrent les femmes, en fait. Il y a une éthique particulière en fait de rencontre qui veut dire que voilà, on achète des fleurs, on fait des cadeaux, on écrit des poèmes, mais en fait ça veut rien dire. C'est juste la façon à présenter les choses. C'est pareil comme à l'école en fait. À l'école en France, on écrit des choses, on écrit beaucoup, on fait des synthèses, on fait des analyses. C'est la façon à présenter des choses dans l'école française. Ça ne veut pas dire que les Français sont bons en écriture de synthèse et d'analyse, c'est juste que c'est comme ça que c'est fait. C'est la tradition nationale. Voilà. J'ai marqué ici que, donc, par contre, effectivement, le romantisme, c'est pas tout à fait le bon terme, mais tous les pays latins, d'origine latine, donc on va parler de la France, de l'Espagne, de l'Italie, etc., sont des pays qui, dans leur culture, ont une attitude de séduction. Donc on se parfume, on s'habille, on se maquille pour séduire. On n'est pas, on prend pas une vieille chemise pour aller au travail, on prend une jolie chemise pour plaire. Et ça va faciliter les relations entre les garçons et les filles. Quand on a quelqu'un en face de soi qui est beau, on a plus envie de lui parler que s'il n'est pas beau. D'accord. Et ça, effectivement, c'est très ancré dans le mode de fonctionnement. Alors, les Italiens, ils exagèrent, ils en font beaucoup plus que ça. Ils sont toujours très beaux. Oui. Les filles comme les garçons, ils sont toujours très beaux. D'Amérique latine. Et plus on est macho. Vous comprenez macho? Macho, tu comprends macho? Macho. Alors, macho, c'est un terme latin, non? C'est une attitude d'un garçon qui se sent supérieur aux filles et qui va séduire de manière un peu brutale les filles. Bon, c'est quelqu'un qui considère que les garçons sont plus forts que les filles. C'est ça le machisme. Nous en France, il y en a, c'est beaucoup plus sage. Mais plus on descend dans les pays chauds d'Amérique latine, et plus on va vers cette attitude machiste. Vous n'aimez pas après le travail reçu l'email sur le travail? Sinon, pas forcément. Non. Si on a des très bonnes relations à l'intérieur du travail, c'est très agréable. Mais il y a une culture du paraître. Il y a une culture de la séduction et une culture du paraître. La culture du paraître, c'est donc l'apparence. Oui, d'accord. Culture de l'apparence. Donc ça marche aussi dans l'entreprise. Si on a un joli costume, une jolie robe, on est mieux accepté que si on n'est pas habillé, sale, si on sent mauvais, etc. D'accord? Donc il y a ça, c'est très important. Et l'autre chose qui est importante dans les grandes entreprises, en France, les gens sont très attachés à leurs avantages acquis. Alors les avantages acquis, c'est ce qu'on a parlé, c'est les congés, c'est toutes les
toutes les facilités qu'on a pu gagner à travers le temps dans le monde du travail en France. Si demain on dit bon bah il faut travailler un peu plus ou il faut travailler un petit peu plus dur, on dit non moi je veux pas. Là, la grève, c'est ça. La grève, c'est souvent quand les conditions de travail sont trop dures, eh bien, ils vont faire la grève dans la rue pour dire nous, on veut que ça soit plus facile, etc. Et alors, la direction dit bon, allez, d'accord, hop, et si la situation change et que on revient à une situation meilleure après et qu'on dit bon ben c'est plus la peine de donner le cadeau qu'on a fait, il dit ah non, le cadeau il est donné, maintenant je le garde. D'accord. Et ça existe depuis des centaines d'années. Hein. C'est très dans l'esprit français, c'est ce qu'on appelle les avantages acquis. Donc j'ai eu des conditions de travail un peu meilleures, eh bien je veux pas, même si demain la vie est plus difficile, je veux pas renoncer, je veux pas qu'on m'enlève les cadeaux qu'on m'a fait. Voilà, ils sont à moi, je ne veux pas les rendre. Alors que parfois, il faudrait s'adapter et être un peu plus souple dans la manière de travailler, mais en France, on a beaucoup de mal, et c'est pour ça que c'est un vrai sujet de société, on a beaucoup de mal à réformer l'État, beaucoup de mal à réformer notamment les entreprises publiques, parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer.